Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de venir goûter ce générique. On s'en passe pas année après année, c'est limite si on vient pas exprès pour ça. Ça, c'est Brive, ce générique de Corrèze Télévision. Merci de venir ouvrir cette troisième et dernière journée 2018 avec une table ronde qui a été intitulée Profession éditrice. La profession et l'éditrice sont résumées en la personne qui s'est assise à ma gauche, Héloïse Dormesson. Bonjour. Bonjour Hubert. Et merci de venir donc aussi débuter ce dimanche avec nous. Vous avez emmené avec vous deux des dernières apparitions de cette grande œuvre donc, que sont les éditions Héloïse Dormesson fondées, me confirmiez-vous à l'instant, en mars 2005, donc 13 ans si je sais compter le dimanche matin. Vous avez publié récemment le 3e roman de Bernard Chenez. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, dont nous avions connu avant les esquisses, les dessins, notamment dans le quotidien L'Équipe. Et vous êtes devenu romancier, c'est-à-dire que maintenant vous racontez des choses aussi par la fiction littéraire, qu'a rejoint aussi la fiction littéraire votre voisin de gauche, Alain Jaspard. Alors lui, c'est un primo romancier, c'est le premier roman, à ma connaissance, de cet auteur que a découvert donc Héloïse Dormesson, les deux étant parus fin août de cette année 2018, les deux romans dont je parlais. Puisqu'il est aussi question de parler des éditions qui portent votre nom, Héloïse Dormesson. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, vous aviez un parcours avant dans l'édition, puisque vous avez notamment publié puis dirigé la littérature étrangère, notamment chez Flammarion et chez De Noël, je crois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe le cap et on se dit, allez, je vais tout faire moi-même et je vais faire de la fiction française, de la fiction étrangère et aussi de l'essai et du document, parce qu'il y a quand même tout ça dans les éditions Héloïse Dormesson. Alors, on décide de fonder une maison d'édition indépendante quand on a suffisamment d'expérience et qu'on se dit que jusque-là, on a pu publier à peu près ce qu'on souhaitait. Donc ça, j'avais jamais été censuré, j'avais toujours pu choisir les textes que je souhaitais choisir. Mais en revanche, je ne maîtrisais pas toute la chaîne de la publication. Et il y avait certains livres qu'on avait publiés, que j'aurais, moi, souhaité réimprimer ou fixer un premier tirage beaucoup plus conséquent, investir en promotion, en publicité sur tel ou tel titre. Et ça, en tant que directrice littéraire, je n'en avais pas la maîtrise, et donc sur certains livres, évidemment pas tous, mais sur certains livres, je n'avais pas le sentiment qu'on était allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire pour le livre. Et je me suis dit, bon, un jour, j'aimerais quand même avoir l'entière maîtrise et en avoir le cœur net et savoir si les livres c'était peut-être pas vendu suffisamment bien, mais aller jusqu'au bout, en tout cas, du système. Voilà, c'était ça la première motivation, d'avoir cette liberté. Là, vous êtes venu avec donc deux de vos derniers romanciers publiés. Il se trouve que Bernard Chenez, est-ce que c'est vous qui en avez fait aussi un romancier, puisque nous, on le connaissait comme dessinateur au Monde, à l'événement du jeudi, puis donc, je disais, à l'Équipe. À moins que je me trompe, j'ai pas connaissance qu'il y a eu des romans, des fictions littéraires avant les trois. Alors là Hubert, vous allez, on peut vous raconter une histoire, en fait. Très bien. En fait, Bernard, nous avons publié son premier roman en 2005. Ça fait partie des premiers romans publiés par la maison d'édition. Et puis, parce qu'il a été très occupé pendant des années, il souhaitait écrire un second roman et il nous l'a rendu récemment. Et nous en sommes très fiers et très heureux. Mais la première fois, en fait, Bernard ne nous avait pas adressé son livre sous le nom de Bernard Chenez. Et j'ai même vu arriver ce que j'ai d'abord pensé être un coursier, puisque l'individu portait un casque et tenait un manuscrit, donc, et gardait son casque sur lui. Je me suis dit, tiens, qui est ce personnage? Mais je laisse Bernard nous expliquer le... Non, c'est vrai, c'était pas du tout de la fausse modestie de ma part, mais
Je ne voulais pas que le travail que j'avais pu faire pendant plus de 40 ans dans la presse et à la télévision puisse influencer en quoi que ce soit un éditeur qui lirait mon manuscrit. Donc j'avais décidé de le porter comme ça, de façon anonyme. Et aussi pourquoi ? Parce que c'est de cette façon-là que j'avais démarré mon métier de dessinateur. Avec un casque déjà ? En 1972, au journal Le Monde. Je n'avais jamais été dessinateur de ma vie, mais j'avais décidé de le devenir. Et j'ai fait un dessin le jour du drame des Jeux Olympiques de Munich. Et je pensais que ce dessin, très modestement, méritait d'être publié. Donc j'habitais en banlieue, j'ai pris ma petite 2 chevaux, je suis allé au journal Le Monde et je l'ai déposé dans une enveloppe marron à la réception du journal. Et je ne connaissais même pas l'adresse du journal Le Monde. Et je me suis arrêté à la hauteur du métro Charonne, vous voyez, comme quoi l'histoire continue, et pour lire où était l'adresse de ce journal. J'ai déposé mon dessin et le soir, le lendemain matin, j'ai appelé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je n'avais moi-même pas de téléphone du tout. Donc je suis allé dans une cabine avec une pièce et j'ai demandé à parler au responsable des dessins. On m'a dit, mais, visiblement, on ne comprenait pas trop ce que je voulais. Donc j'ai eu la chance qu'on me passe l'assistante de Jacques Fauvet, qui était le directeur de la rédaction, et qui m'a dit, bien, monsieur, votre dessin apparaît ce soir dans le journal. Donc je me suis dit que c'était un métier formidable. Bon, aux éditions, ça n'a pas été aussi rapide. Enfin, non, mais je voulais conserver ce principe d'être jugé sur mon travail et non pas sur la petite reconnaissance que je pouvais avoir en tant que dessinateur. Et puis avec Héloïse, on s'est rencontrés et nous voilà ce soir, comme disait Jacques Brel. Et alors, comment est-ce que Alain Jaspard, donc premier roman paru en cette rentrée, Pleurer des rivières, on va en parler après, mais comment est-ce qu'il arrive chez vous ? Est-ce que c'est vous qui le pissez ? Est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que c'est vous qui avez convaincu cet homme qui par ailleurs est un réalisateur d'adaptation de livres pour jeunesse à l'image, donc comment est-ce que le passage à la fiction littéraire s'est opéré ? Comment est-ce que cette fiction littéraire s'est vue publiée par Héloïse d'Ormesson ? C'est par l'intermédiaire d'une amie qui est ici, qui s'appelle Delphine de Vigan, qui avait bien aimé le livre et qui m'a dit « il n'y a qu'une seule éditrice pour toi, c'est Héloïse ». Je ne regrette pas du tout. Hein. Et donc je l'ai envoyé à Héloïse, qui m'a rappelé le lendemain ou 2 jours après, je crois, et qui m'a dit « bon, on ne change rien, on y va ». Et on les... voilà. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis très content. Et là, la genèse du roman, c'est toi, enfin, tu as décidé... un jour d'écrire. Oui, j'ai commencé, quand j'ai pris ma retraite, plutôt que d'aller jouer à la pétanque avec des vieux comme moi, je me suis dit que j'allais écrire un roman. L'édition française était dans un tel mauvais état qu'il fallait un jeune, donc voilà, je suis arrivé et j'ai mis du sang neuf dans l'édition française. Et ce qui me paraît amusant dans vos deux cas, c'est que, parce que je ne suis pas sûr que Hubert ait lu le premier roman de Bernard, mais vos 2 premiers romans, Le Resquilleur du Louvre pour Bernard et Pleurer des rivières donc pour Alain, Resquilleur du Louvre qu'on a donc publié il y a un certain nombre d'années, ne sont mais pas du tout autobiographiques, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça défie complètement le présupposé qui consiste à imaginer que les auteurs écrivent toujours une espèce d'autobiographie romancée dans leur premier roman. Mais d'autant que dans le cas d'Alain, c'est même... on aurait pu imaginer que c'était écrit par une femme, parce que c'est vraiment des histoires de... Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'autobiographies dans les salons des livres et ça manque beaucoup souvent de romans de fiction. Et moi je voulais vraiment faire un roman de fiction où je n'étais pas du tout concerné, puisque c'est une histoire de 2 femmes et ça vous échappe pas, je ne suis pas une femme. Et donc ces 2 femmes qui se rencontrent, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, parce qu'il y en a une qui est une gitane et l'autre qui est une bobo parisienne. Elles se rencontrent parce que le mari de la gitane a fait une connerie. Le mari de la parisienne est avocat. L'avocat défend la gitane. Les 2 femmes deviennent très très amies. Et c'est une amitié de femmes. Moi j'adore les amitiés de femmes. Je trouve ça vraiment super sympa. Les langages très crus des femmes, j'adore ça. Et donc elles se rencontrent pour faire un très très mauvais coup. Alors je ne vais pas vous raconter quel est le mauvais coup, parce que sinon vous n'allez pas acheter le livre. Et donc c'est un coup quand même qui mérite 15 ans de prison.
Et si je vous le dis, ce mauvais coup, vraiment, vous allez dire, ouais, c'est vraiment dégueulasse ce qu'elles vont faire. Sauf que voilà, les deux femmes, je les ai rendues tellement sympathiques, je suis très fort, qu'on se dit que ce mauvais coup, elles ont raison de le faire. Que vraiment, on se dit, pour eux qu'elles le fassent, pour eux qu'elles ne se fassent pas prendre. Et je vous dirai pas la fin, évidemment, parce qu'il y a un petit côté polar, mais pas vraiment, mais un petit côté polar quand même. Voilà, c'est donc un roman de fiction totale. Et moi, j'aimerais bien que dans l'édition, il y ait plus de fiction et moins de, je sais pas comment ça s'appelle, mon mari m'a quitté, je pleure. Voilà. Et alors Bernard, pourquoi le rescueur du Louvre? Alors, le rescueur du Louvre, heureusement, c'est pas autobiographique, puisqu'il s'agit d'un SDF qui ne veut pas vivre comme tous les autres SDF dans les gares, dans les rues, etc. Et qui décide de vivre dans le musée du Louvre. Alors, moi, le musée du Louvre était un musée que j'ai fréquenté, que je continue à fréquenter, mais pendant une dizaine d'années, pratiquement de façon quotidienne, parce qu'en dehors de mes dessins de presse, je passais mes journées au Louvre. Et je me suis mis à imaginer comment un personnage pourrait vivre dans le Louvre, jusqu'à compter les marches pour aller jusqu'à la victoire de Samothrace, regarder où étaient les caméras de surveillance, chercher un endroit où il pourrait dormir la nuit. Et en 2005, je vous assure qu'on pouvait suivre le personnage réellement dans le Louvre et voir où il pouvait vivre. Le Louvre a évolué depuis 2005, mais on retrouve encore les endroits un petit peu comme un historien pourrait gratter un peu les salles. Et ça m'a amusé beaucoup d'imaginer qu'on pouvait vivre dans ce musée, quoi. Et à l'époque... Pardon Bernard, je te coupe 30 secondes, parce que l'actualité, c'est quand même les mains dans les poches, mais pourquoi avoir, dans le premier livre, choisi ce personnage totalement imaginaire et ce voyage à travers la peinture et l'art, et pour ton deuxième roman, là, tu es revenu à des expériences beaucoup plus personnelles. Oui, alors c'est surtout pas un roman autobiographique, parce que j'aime pas cette expression et j'aime pas cette chose-là. Mais j'ai voulu raconter, à travers un narrateur, ce qu'a été ma génération, et peut-être la vôtre en partie, celle qu'on a appelée la génération mai 68, c'est-à-dire qui naît à la fin des années 40 ou début des années 50, et qui va connaître toute son adolescence et sa jeunesse jusqu'en mai 68, quoi. Et le narrateur, il s'agit d'un narrateur, raconte de façon totalement désordonnée, volontairement désordonnée, ces périodes qui vont en gros des années 50 aux années 68. Et j'ai pris comme symbole, parce que moi je passe beaucoup de temps à Tokyo, il y a un train à Tokyo qui s'appelle la Yamanote-sen, qui fait le tour de la ville. Donc en 1 heure de temps, vous faites le tour de Tokyo de façon continue. Et je me suis amusé à imaginer que mon narrateur descendait dans chaque station, mais parfois repartait en arrière. Au lieu de suivre la chronologie du parcours, l'important était qu'il fasse le tour, même si à certains moments il revient en arrière, il repart. Et mon livre est construit de cette façon-là. Et à la fin, la boucle est bouclée. Et j'espère, si c'est réussi, qu'il y a là le portrait d'une génération, en fait, qui était celle qu'on a appelée celle des 30 Glorieuses. Mot fort contestable à mon avis, mais bon, c'est comme ça que les gens l'appellent, enfin du moins certains journalistes. Et voilà, y compris cette période de l'adolescence où dans les années 60... pour flirter, c'était des choses assez compliquées. Il y avait finalement que le bal public qui permettait ça. Quelquefois, les petites surprises parties, l'école primaire, des choses comme ça, quoi. Alors, je vais faire un très mauvais coup à Hubert, parce qu'en principe, c'est lui qui devrait modérer la rencontre, mais moi, je ne veux pas du tout parler de moi. Un éditeur, ça s'efface derrière ses auteurs. Ce qui permettra une mise en abîme que je remanifesterai après, mais c'est intéressant même par rapport au sujet du débat. Je voulais demander à Bernard, parce que pour moi, il est très très clair que quand on te lit, on se rend compte que tu procèdes comme pour ton dessin, c'est-à-dire que pour décrire une mère, ça va plutôt être d'écrire le plissé d'une jupe que de faire le portrait complet d'une femme. Et un père, ça va être d'écrire une main, ou en tout cas de partir de la main pour
faire surgir l'intégralité du personnage. Et je trouve que cette manière de procéder sur la manière dont tu fais apparaître des mondes, des lieux et des êtres, c'est en partant d'un petit point que tu développes et que tu commences à dessiner par écrit. Et je trouve que vraiment, il y a quelque chose d'assez... la méthode est la même, après, évidemment. Oui, c'est-à-dire que vous savez, j'ai dessiné pendant 44 ans. Donc ma tête est formée de telle façon qu'il faut que tout tienne dans un petit format, quoi. Ce qui était vrai pour un dessin de presse. Et en fait, pour faire un mot, je dirais que j'ai dessiné avec un crayon pendant 44 ans et maintenant je dessine avec des lettres. Mais ça reste finalement un petit format comme ça. Ce qui fait que le livre est composé de séquences très courtes, mais qui à chaque fois est très autonome. Effectivement, il y a le portrait d'un père, le portrait d'une mère, et je m'attache à des images. Par exemple, le portrait du père, je parle évidemment de sa main, et je dis qu'il avait des doigts longs, carrés, comme des créneaux de château fort. Et ensuite, je dis que le narrateur se souvient des mains de son père, parce que quand il regarde les siennes, il a l'impression de voir des lézards flétris, et il dit dans chaque pli de la peau, quelque part, un sourire de mon père, quoi. Ce sont donc des images très courtes, très serrées, et j'essaie, parce que dans le dessin, c'était obligatoire, de ne pas avoir de mots inutiles, quoi. C'est-à-dire, c'est une écriture extrêmement condensée, et qui, j'espère, enfin je l'ai construit comme ça, est efficace dans l'image, quoi. D'ailleurs, vous écrivez vous-même au sujet du dessin dans ce livre, c'est la main qui voit et l'œil qui dessine. Oui, alors ça, là pour le coup, c'est autobiographique, parce que je n'ai pas eu une réussite scolaire évidente. Oui, on voulait vous en parler d'ailleurs, non ? Pour dire pas du tout. Et après, j'ai eu un CAP de chaudronnier, moi, je me suis retrouvé à l'usine. Mais j'avais un professeur de dessin qui était formidable. Et je me souviens qu'un des premiers cours, j'avais un buste de Saint-Louis devant moi. Et je dessinais comme ça, comme un enfant peut faire. Et c'est lui qui m'a dit mais ne dessine pas, regarde. C'est pas la main c'est la main qui voit et c'est l'œil qui dessine. Et effectivement, même encore maintenant, quand je fais des croquis, je vous regarde, par exemple. Et je peux très bien vous dessiner en même temps, parce que là, c'est pas la main qui dessine, c'est l'œil. Et la main suit en fait ce portrait-là. Et j'ai gardé cette phrase très forte de ce monsieur qui était déjà âgé. Et je me suis aperçu combien elle était vraie dans la vie quotidienne, quoi. À observer les gens, on les dessine et on les devine en fait. Alain Jaspard, vous, qu'est-ce que... alors pour parler un tout petit peu de ce roman-là, Pleurer des rivières, vous l'avez résumé, pitché, parce que donc, vous avez bien sûr pas dit la clé de l'intrigue, mais il est aussi porté par cette femme, Myriam, qui a son premier enfant à 14 ans, qui à 28 ans en a déjà eu, ou elle attend son 8e, j'ai un trou. Et donc, une des raisons qui fait que nous, on reste dans ce roman, c'est que... il y a vraiment un fil qui tire comme ça, et puis vous racontez alors des dessins. Alors il y a à la fois ce coup qui se prépare, le coup qui n'a pas pu être fait, qui vaut à Franck, l'homme, d'être en détention. Et il y a aussi d'un dessin de plusieurs personnages, parce que la narration passe aussi d'un personnage à un autre, et d'un temps narratif à un autre. C'est quand même ça qui est assez sciant, c'est qu'on passe de l'imparfait à un présent, etc. etc. C'est pas des vignettes comme chez Bernard Chenez, mais il y a comme des sortes d'images mentales qui se font parce que le temps narratif n'est pas le même. Et je voudrais bien que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez réussi au final à faire tenir tout ça en un bloc, parce qu'à écrire ça n'a pas dû forcément être si évident que ça, parce qu'encore une fois ce sont des temps narratifs différents qu'il faut faire se chevaucher. Oui, mais je pense que tout le monde comprend quand même que c'est facile à lire, parce que les gens qui le lisent le commencent et le finissent dans la nuit d'habitude, hein, parce que, donc le style... Bon, il y a deux choses d'abord. Ça s'appelle Pleurer des rivières à cause de la chanson de Victor Laszlo que tout le monde adore, enfin que tout le monde connaît. Je suppose que tout le monde connaît Victor Laszlo et la fameuse chanson. Elle est déjà venue plusieurs fois, ici même d'ailleurs, au Forum des lecteurs à Bruxelles. Elle est aussi romancière. Oui, elle est venue, oui, bien sûr. Et puis ça s'appelle Pleurer des rivières, mais c'est pas triste du tout. Voilà.
C'est même, il y a eu quelques articles dans les journaux, dans des bons journaux, qui disaient que même il y avait de l'humour et que c'était assez drôle. Et je crois qu'il y a des trucs qui ont dû vous faire rire, j'espère. Enfin, que c'est aussi drôle, pas que, mais aussi drôle. C'est aussi drôle, voilà. Bon, c'est touchant également. Bien sûr, la fin est assez touchante, tout le monde. Enfin, bon, c'est ce qui a été dit. Maintenant, il faut revenir à l'écriture, parce que ce qui m'intéresse le plus dans un roman, bien sûr, il faut une bonne histoire, mais c'est quand même l'écriture. Et les grands écrivains, je ne me mets pas dedans, mais les gens comme Céline, par exemple, qui est pour moi le nec plus ultra des écrivains, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Et donc, vous parliez de passer du présent à l'imparfait, au passé, et même au futur de temps en temps, ce qui est quand même pas toujours évident. C'est évidemment exprès. Il ne faut pas croire qu'on écrive un seul mot ou deux mots sans le revoir 20 fois sur le métier, évidemment. Et donc tout ça est tout à fait pesé. Alors c'est un langage très très cru, ça peut faire rougir un petit peu, surtout le début. Il y a un début qui est un peu... Bon, ça peut faire rougir. Mais enfin, mon petit-fils qui a 13 ans et demi l'a lu, il n'a pas rougi. Donc ça devrait aller. Ça commence par une scène de sexe, enfin le sexe, on va le dire pudiquement comme ça, cru, alors que Myriam a 14 ans. Hein. Voilà, elle perd sa vertu, elle a 14 ans. Elle perd sa vertu à 14 ans. Mais c'est joli, c'est sous les Tamaris, au Sainte-Marie de la Mer. C'est une gitane, avec un gitan, elle a chanté, elle a dansé avant. Voilà, c'est pas du tout... c'est pas du Houellebecq, hein. Voilà. Voilà. Pour l'un comme pour l'autre, qui donc qui avait toujours d'autres activités, parce que voilà, plus on avance, plus on a des facettes à nos propres identités, mais dessinateur devenu romancier, réalisateur devenu romancier, que représente la fiction littéraire dans la façon dont vous aimez raconter vos histoires, des histoires, votre vision du monde? Vous voulez dire par rapport au film? Par rapport à vos autres casquettes. Moi j'ai adoré faire des films pour la jeunesse. Hein. J'ai fait Tom Tom et Nana, Les Contes de Laurie Broca, j'ai adapté Mark Twain, j'ai adapté... Et j'ai adoré ça parce que c'est l'écriture parlée. Voilà. Et donc dans mon livre, c'est une écriture extrêmement parlée, même avec des mots un peu parfois un peu rudes. Et donc, donc en fait c'est le même cheminement. C'est-à-dire que je viens du film et je continue dans le livre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un livre qui, tout le monde le dit, devrait faire un film. Et je crois qu'il va faire un film. Voilà. Non, mais ce qui est étonnant dans ton livre, c'est que, alors à l'inverse de Bernard, on imagine très très bien tous ces personnages. On a une vision très très précise de chacun, de Myriam, de Séverine, mais tu ne les décris pas. Il n'y a quasi pas de description dans ton livre. Il y a zéro description, parce que moi, quand j'étais à l'école, on me faisait lire des tas de Zola, de Flaubert et tout ça, avec des descriptions qui n'en finissaient pas. Et ça me brisait carrément tout. Je ne vais pas dire de gros mots. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas emmerder le monde avec des descriptions. Donc, il n'y a aucune description, rassurez-vous. Vous pouvez passer L6, vous ne verrez pas de description. Aucune description dans ce livre. N6, je crois que c'est plutôt L, je ne sais pas quoi. Tu parles du stand, là. L6. Bernard Chenaise. Moi, la chose qui a été importante entre le dessin et le roman, c'est la notion du temps. Parce qu'un dessin, il est obligatoirement tenu à un temps précis. Vous dessinez pour un journal, il y a une heure où vous devez rendre votre dessin parce qu'il y a une heure où le journal paraît. Enfin, où part à l'imprimerie. Boucle part à l'imprimerie. Voilà, paraît, donc il y a ce qu'on appelle le deadline. Et dans l'écriture, je peux savourer le temps de façon totalement différente. Alors, ça c'est la chose la plus importante parce que je peux me permettre de prendre le temps d'écrire et de moduler également les séquences de mon livre. C'est-à-dire j'écris comme ça des séquences chaque jour, mais j'ai absolument tous les droits pour ensuite la séquence 10 la mettre en 1, la 1 la mettre en 12, et je peux comme ça m'amuser à composer un pulse, ce qui n'est absolument pas possible dans la presse, puisque chaque jour c'est un journal différent. Vous diriez que vous vous sentez un chouïa plus libre, justement, dans la composition romanesque? Oui, plus libre d'abord parce que j'ai pas de thème imposé, c'est moi qui m'impose le thème. Que vous dessiniez dans Le Monde, dans l'événement de jeudi ou dans l'équipe, vous dessinez sur un support qui a une existence précise. Donc vous allez dessiner
au hasard sur Jean-François Hollande, qui se présente, qui peut éventuellement se représenter à des élections. Je ne sais pas, hein, j'invente totalement là. Oui, complètement. Mais voilà, ce sont des événements précis qui ne vous appartiennent pas directement. Alors que moi, si je décris une époque, un personnage ou une situation dans une usine, je peux finalement l'écrire comme j'ai envie dans le temps qui m'appartient, quoi. Et ça, c'est une liberté de ton et de temps qui est extraordinaire, que je ne connaissais pas avant. Héloïse d'Ormesson, pour la façon dont vous avez vous-même saisi le micro, et c'est très bien, c'est très bien de le faire comme ça, parce que ça va aussi avec ça signe la relation que vous avez avec vos propres auteurs, donc c'est important que ça soit incarné. Et c'est aussi le sujet du débat, justement, profession éditrice. Une éditrice est aussi quelqu'un qui connaît si bien ses auteurs, leur imaginaire, qu'elle peut justement aussi les montrer au public. Est-ce que pour vous, justement, une éditrice aujourd'hui, où il y a tellement de festivals, où il y a tellement d'émissions, etc., où il y a tellement aussi de livres qui paraissent en général, est-ce que pour vous, la profession éditrice, c'est aussi ça, justement, c'est aussi de porter ses auteurs exactement de la façon dont vous l'avez fait? Écoutez, oui, enfin moi je pense que la richesse d'une maison d'édition, ce sont les auteurs. C'est pas, c'est vraiment, enfin si on n'aime pas les auteurs, il faut faire un autre métier. Évidemment, il faut aimer les livres, mais il y a une relation humaine qui est au cœur même de ce métier, parce que chacun de nos auteurs nous confie leurs textes. Après ça, nous les relisons, nous leur suggérons peut-être des corrections, et ça suppose une confiance extrême, déjà, de pouvoir travailler sur le texte, parce que pour un auteur, c'est vraiment sa chair et ses tripes. Donc il faut parvenir à le mettre en confiance et qu'il accepte de vous remettre son bébé, réellement. Et puis après ça, il faut que cette confiance perdure, parce que vous présentez leur livre, et parvenir à ce que vous les découvriez, c'est difficile. Si on savait vendre des livres, il n'y aurait que des livres qui se vendent, et il y en a plutôt une majorité qui ne se vendent pas. Donc il faut qu'on établisse un vrai rapport de confiance entre nous, parce que si l'auteur n'est pas convaincu que son éditeur a fait quand même le maximum, les rapports s'altèrent. Et ce qu'on a essayé de développer dans la maison d'édition, c'est quand même une grande convivialité et un esprit vraiment maison, et maison de famille d'une certaine façon, parce que je pense que nous constituons une famille, et les auteurs de la maison, ce qui est assez agréable, s'apprécient, et il y a un côté il y a un côté chaleureux et solidaire est peut-être pas le terme, mais très humain surtout. Mais très humain, et quand on participe à des salons, parce que ça c'est un autre parti pris, un autre de nos partis pris, ça a été tout de suite d'accompagner nos auteurs dans les différents salons. Mais quand vous venez sur l'espace édition Héloïse d'Ormesson, vous verrez que nos auteurs en général sont très très complices, et qu'il y a quand même une approche qui est un tout petit peu plus, qui est une approche, c'est pas une entreprise d'édition, c'est une maison d'édition. Et on a vraiment capitalisé sur cet aspect-là du métier. Et concrètement, avec les deux auteurs que nous avons ici, quel a été votre travail d'editing? Est-ce que, justement, une fois qu'ils vous rendent le premier manuscrit, quelles sont les étapes que vous avez fait avec l'un comme avec l'autre? Je sais que ça change avec chaque auteur, mais enfin... Il se trouve là que dans les deux cas, il y a eu très peu... les livres étaient très aboutis, et il y a eu peu de travail, mais bon, ça c'est... Bon, je pense que vous avez entendu Bernard qui vous a expliqué qu'il respectait cette contrainte, et il écrivait très serré et avec une économie de mots. Donc le texte, où il aurait été raté, mais à partir du moment où il était réussi, il y avait touché un mot, c'était déjà démonter le Mikado. Donc il y a eu très peu... il y a eu presque plus sur la mise en page et sur... il y a eu quelques discussions, mais très peu, et sur le roman d'Alain, peu également.
peu également. Mais bon, c'est variable, et encore une fois, pour l'auteur, c'est parce qu'on a eu des discussions homériques néanmoins sur le texte, parce que encore une fois, l'auteur, il vous remet, c'est des mois de travail, voire des années. Quand il vous remet son texte dans un état de grande vulnérabilité, parce qu'il a fini, mais ça ne fait que commencer pour nous. Et donc, il y a cette espèce d'étrange situation où l'auteur est vraiment dans cet état de postpartum que connaissent les femmes quand elles ont accouché. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs qui vivent ça de manière tout à fait joviale et heureuse, et il y en a d'autres qui sont en quasi-dépression, et donc à fleur de peau, et il est difficile donc de travailler le texte, parce qu'ils sont... ils n'ont pas encore le recul nécessaire, et ils ont l'impression qu'on est en train, que c'est violent, que l'acte de corriger le texte, ça peut être assez ressenti comme quelque chose d'assez violent. Donc il faut vraiment s'appuyer sur une confiance et des rapports. Oui, je crois que c'est le mot qui convient, c'est confiance. Moi, je me souviens quand Héloïse lit mon manuscrit, elle m'en parle, et j'écoute ce qu'elle me dit. Je lui ai dit, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais je ne le comprends pas encore. Et c'est vrai. Et alors donc, j'enregistre, vous savez, c'est l'éponge, quoi. Ce qu'Héloïse peut me dire. Et puis après, il faut un certain temps de maturation. Et après, je peux revenir sur mon texte sans douleur. Mais c'est la confiance qui est la chose la plus importante. Si vous doutez moi, je ne doute pas de ce que Héloïse peut me dire. Il faut simplement le temps d'assimilation. Voilà. Et ce temps d'assimilation, c'est en fait une richesse qui est apportée au livre au final, quoi. Oui, moi je me suis disputé un petit peu avec Héloïse pour un seul mot. J'avais écrit qu'il y avait un bébé, il y a une histoire d'un bébé qui naît, et j'avais écrit que la maman embrassait les fesses celluliteuses du bébé. Moi j'ai 3 enfants, quand ils étaient bébés, ils avaient des fesses celluliteuses. Alors les bébés d'Héloïse ne devaient pas avoir des fesses celluliteuses, parce qu'elle m'a dit, pas question d'écrire le mot celluliteuse pour les fesses du bébé. Alors elle m'a proposé les fesses dodues. Dodu, ça fait père dodu, ça ne me plaisait pas. Elle m'a dit rebondi. Non, c'était pas rebondi. Et du coup, on n'a rien mis. Donc le bébé n'a pas eu les fesses celluliteuses du bébé, et je le regrette beaucoup. Et pourquoi alors? Je trouvais que c'était assez... Non, c'est une boutade, mais c'est vrai que ça se situe dans des détails de ce type. Alors là, c'était presque subjectif, je reconnais, parce que je trouvais que celluliteuse, c'était pas très gracieux. On a bien ri quand même. Mais on a bien ri, effectivement. Voilà, donc vous savez quel mot ne pas faire figurer dans votre manuscrit si vous voulez proposer un manuscrit à Héloïse d'Ormesson. Donc Les Mains dans les poches, 3e livre en date, mais je pense que les 2 autres sont également disponibles à la foire du livre. Et Pleurer des rivières, 1er roman d'Alain Jaspard, Bernard Chenès, donc pour Les Mains dans les poches. Et merci beaucoup Héloïse d'Ormesson. Vous êtes tous les 3 à la foire du livre jusqu'à ce soir, cet après-midi? Dit autour de 17h. Oui. Autour de 17h, voilà, tous les 3. Donc voilà, vous avez toute la journée pour aller trouver cette éditrice et ses auteurs. Merci beaucoup. Merci à TV Corrèze pour ce générique que nous n'oublions pas. et pour sa qualité d'accueil, parce que c'est toujours un plaisir de venir animer des rencontres ici, malgré l'environnement sonore qui est évident pour personne. Et je vous garantis qu'ils ont aussi, ils y passent 3 jours ici, les régisseurs et le présentateur. Donc merci pour votre sens de l'accueil. Merci encore. Bon salon, mesdames, messieurs. Merci à vous. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur corrèze.tv.